Je vais faire une petite intro qui fait suite à la présentation de ce film dans quelques autres lieux de formation de profs de collège. Concernant la question de la difficulté ou pas du film, qui est une question récurrente, quel que soit le film qu'on propose, il y a la question de savoir si c'est facile ou pas à transmettre et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Comme c'est pas le sujet central de l'intervention, je le réserve à l'intro. Parce que le film est assez paradoxal, je trouve, sur la question de sa difficulté. Pourquoi paradoxal ? Parce que, au premier abord, il y a à la fois, quand même, un effet de contrepoint de ce que voient les collégiens majoritairement. C'est pas forcément le type de cinéma vers lequel ils se ruent dans les salles. Donc, il y a quand même un effet de déconcertation possible. Et en même temps, c'est quand même un langage réellement accessible, par ailleurs, par rapport à d'autres films qui peuvent être plus exotiques ou plus étonnants formellement. C'est-à-dire que, de prime abord, et je reviendrai sur cette question, il y a une espèce d'aisance du langage qui fait qu'on peut s'accrocher assez rapidement aux personnages, au style même des réalisateurs. Pour la faire très courte et provoque, à Cannes, ceux qui n'aimaient pas le film disaient oui, c'est de la télé, quoi. Voilà. C'est beaucoup mieux que la télé, faut pas déconner. Mais il y a quand même cette idée que c'est d'un abord facile, même si pour les collégiens c'est un objet relativement étrange, compte tenu de ce qu'ils vont voir spontanément. Là où c'est plus compliqué quand même, donc je pense qu'il faut le dire, c'est que le film touche à des sujets sensibles. Et que pour le coup, il y a sur certaines catégories de collégiens des effets de déconcertation prouvés, quoi, qui évidemment sont liés à des phénomènes d'identification que le film peut susciter. On reviendra aussi sur cette question. Et là, évidemment, quand un enfant reconnaît un certain nombre des données que je vais citer juste derrière, le film ne le perçoit pas tout à fait comme on peut le percevoir quand on est extérieur à la situation. Voilà. Un enfant qui a perdu sa mère, par exemple, le film résonne forcément un peu différemment. Un enfant qui est dans un rapport très tendu à son père et dans une quête absolue de, j'allais dire, de reconnaissance permanente de paternité, parce qu'il ne suffit pas de reconnaître un enfant à sa naissance, encore faut-il le reconnaître après. C'est une des questions du film. Là aussi, forcément, ça peut susciter quelques douleurs et quelques difficultés. Voilà. Cela dit, si le film est assez étonnant et si pour moi ça reste un très bon choix dans le cadre de collège au cinéma, c'est parce qu'il y a aussi d'autres dimensions parfois tabous et que l'école ne sait pas toujours bien comment prendre, qui affleurent dans le film et qui sont aussi intéressantes pour ça. Donc il y a la question du déséquilibre familial possible, mais il y a aussi une question aussi, j'allais dire, quotidienne et insondée souvent par l'école, qui est celle des jeux vidéo. C'est un des arrière-plans culturels du film. On peut même la traiter tout de suite comme ça par jeu, cette question des jeux vidéo. Donc c'est très présent, c'est l'outil qui permet d'appâter l'enfant quand même. Ça remplace les bonbons du pervers, quoi. Et le film joue vraiment avec ça. On l'appâte à la fois en lui piquant son vélo, comme ça on est obligé de le suivre, le voleur, et puis on l'appâte après en suscitant son désir par ce jeu auquel il n'a pas accès spontanément. Ce qui est rigolo dans l'esprit des Dardennes, là, c'est que le jeu vidéo, pour le coup, et ça interroge l'éducation nationale, est inscrit en contrepoint du livre. Pourquoi ? Parce que quel est le projet du joueur de jeux vidéo ? C'est d'agresser un libraire. Voilà, pour le coup, c'est vraiment binaire, quoi. Voilà, il y a une espèce de guéguerre intrinsèque de deux formes de culture, mise en scène dans le film par l'anecdote, entendons bien. Entre la culture classique du libraire, même si en l'occurrence ce qu'on voit de l'activité du libraire c'est une activité économique, c'est-à-dire de revenir avec ce que la vente lui permet d'avoir comme salaire, et puis de l'autre côté le jeu vidéo comme élément de fascination qui est quand même dans le film plutôt du côté de l'agression, quoi, du défoulement. Confère cet assez long plan où ils sont en train de jouer et où son nouveau mentor, on y reviendra, l'encourage à taper plus, voilà, et à esquiver, et voilà, l'encourage à se battre, quoi.
ce dont il n'a d'ailleurs pas entièrement besoin déjà, puisque je vous rappelle que dès l'apparition de l'enfant dans la vie de Wes, il le surnomme tout de suite Pitbull. Voilà. Donc pour le coup, c'est bien précisément sa combativité qui a été repérée d'emblée par le voyou, pour l'appeler comme ça de façon un peu synthétique. Bon, donc il y a cette question de la place des jeux vidéo dans la vie, y compris des spectateurs potentiels. Et puis il y a une dernière question, qui est une question compliquée pour l'institution scolaire, et néanmoins précieuse et importante, qui est la question de la délinquance. Voilà. Elle est là, elle est vraiment dans le film. L'une des questions que l'enfant peut se voir renvoyer par le film, c'est quand est-ce qu'on la croise et qu'est-ce qu'on en fait de cette délinquance ? De toute évidence, le film propose une espèce d'allégorie autour de la question de la délinquance, et j'allais dire autour de la question du droit chemin. Voilà, il y a un droit chemin pour l'enfant. On verra comment, pourquoi, tout ça. Et puis il y a un chemin de traverse, qui est celui d'en passer par un rapport à la violence, gratuite pour le coup. Elle est d'autant plus gratuite que, vous l'avez vu, il veut bien dépouiller et agresser le libraire, mais il ne veut pas garder d'argent du tout. C'est un geste purement gratuit, et même c'est plus que ça, assez clairement. C'est un geste qui permet d'avoir de l'argent pour acheter un père. Et en acheter un ou un autre, parce qu'il y en a deux possibles. Le premier père qu'on achète, c'est le père de substitution, c'est-à-dire Wes. Je le fais pour toi, ce qu'il lui dit. Or pour toi, c'est pour l'argent que tu veux de moi. Et puis, si ça ne marche pas, s'il ne veut pas l'argent, tout ça, on va essayer quand même d'acheter un autre père, le vrai, le biologique, celui qui ne veut pas de lui. On reviendra sur cette scène. Voilà, donc il y a une violence qui est d'autant plus choquante, j'allais dire, qu'elle est gratuite et en plus qu'elle est totalement dans une logique capitalistique. C'est-à-dire que tout s'achète. Voilà. Et que s'il faut en passer par la violence, d'accord, voilà, essayons. Parenthèse, ça m'avait jamais frappé, mais là je trouve ça très fort. Le plan où il attend sa victime avec son gourdin dans la main, là, c'est une espèce de split screen, un écran divisé en deux parties. Il y a la partie où l'enfant attend, comme ça, dans une espèce d'image assez ambiguë, parce qu'en même temps, on est un peu du côté de Guignol, quand même, avec cette espèce d'arme bizarre, quoi. Donc il y a quand même un rapport à l'enfance par cette espèce de détournement d'un univers de pantins et de marionnettes. Or, pour le coup, il est la marionnette de Wes à cet endroit-là. Mais dans la partie gauche de l'image, il y a des affiches. Et si vous avez vu les affiches qui apparaissent à ce moment-là, c'est des affiches qui renvoient aux activités du libraire, qui sans doute ne vend pas que des livres, il vend sans doute aussi des jeux à gratter, tout ça. Il vend du rêve, quoi. Voilà. Mais un rêve de vie facile. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit sur les affiches. C'est pour une vie tranquille, au moment où on va voir une agression qui risque de provoquer la mort, quand même. Donc il y a une espèce de contraste violent entre cette espèce de promesse de la société, qui est qu'on va pouvoir avoir une vie tranquille, peinarde, mais à condition de jouer au jeu. Voilà. Donc ce qui est mis en scène à cet endroit-là, dans la confrontation entre la violence de l'enfant et cette espèce de promesse très hypothétique du jeu national, étatique, c'est évidemment la question de l'argent facile. Voilà. On vous fait rêver avec le fait que vous allez gagner, c'est ça qui est écrit sur l'image, 2 000 € par mois. Donc vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, quoi. Or, précisément, cette promesse de l'argent qui tombe sans travail, c'est aussi ça que veut Wes. Voilà. C'est piquer l'argent du libraire sans avoir besoin de travailler pour lui. Voilà. Il travaille, on encaisse. Voilà. Donc, mine de rien, le film charrie un certain nombre d'éléments de nature politique ou idéologique qui, partant de ce contraste-là entre le jeu vidéo et le livre, comme deux formes de culture rivales, aboutit aussi à un rapport différencié à l'économie, ou aux politiques. Mais on reviendra sur quelques-uns de ces enjeux après. Voilà. Et puis, du coup, la question que pose l'enfant face au film, ou qui se pose à l'enfant face au film, c'est mais à quel moment, moi, j'ai croisé ce chemin-là, le chemin de traverse qui conduit à la délinquance ?
Voilà. Et là, pour le coup, j'ai envie, avant même de commencer l'analyse du film, de dire qu'il ne faut pas être naïf de ce point de vue. C'est-à-dire que je pense que tout le monde l'a croisé, la délinquance. Pas juste comme un phénomène social. Pas en se disant c'est extérieur, c'est... Voilà. La force du film, c'est aussi de montrer à quel point elle est proche. Elle est géographiquement proche. Et elle est potentiellement tentante pour des raisons autres que la catharsis ou le fait de vouloir se défouler. Voilà. Là, de toute évidence, la délinquance est la réponse à un vide affectif. C'est dit vraiment dans le film. C'est-à-dire qu'il commence à s'accrocher à ces gamins, et à Wes en particulier, à partir du moment où il n'a plus rien dans sa vie. Et en l'occurrence, plus de père. Et même de façon assez directe, la délinquance est une espèce de jeu de substitution de la violence. En fait, la rencontre avec Wes a lieu juste après la scène assez déconcertante, violente et potentiellement troublante pour des enfants un peu fragiles d'ailleurs, qui est celle où il se cogne la tête partout et où il se lacère le visage dans la voiture. Donc là, la violence est dirigée contre lui-même, et du coup, ce que va faire Wes, de façon très simple, si j'ose dire, c'est qu'il va la réorienter vers le monde. Il cessera d'être auto-agressif, et il va canaliser cette violence pour l'orienter vers un inconnu, simplement à des fins de séduction et de désir d'affection. Ouais, le film, du coup, moi, me paraît résonner assez fortement quand même avec l'expérience quotidienne d'enfants, quel qu'il soit. J'allais dire peut-être encore plus dans nos contrées qu'ailleurs. Peut-être quand même. Voilà, et donc du coup, il ne faut pas non plus éluder cette question-là de la confrontation de l'enfant avec ce truc dont ne parlent pas si souvent les films qui leur sont adressés, qui est la tentation de la délinquance. De ce point de vue, il me paraît assez proche d'un des films avec lesquels il dialogue, et que vous regarderez à profit si vous ne l'avez pas vu ces derniers temps, qui est le film Los Olvidados de Luis Buñuel. Horrible titre en français, Pitié pour eux, ça s'appelle. Enfin, personne ne l'appelle comme ça, parce que c'est un contresens total sur le film. Mais dans Los Olvidados, vraiment, il y a des éléments communs sur est-ce qu'on peut choisir le droit chemin dans cet environnement, ou est-ce qu'on est condamné à choisir sans cesse la mauvaise solution, c'est-à-dire la délinquance, c'est-à-dire la violence. Et il y a d'ailleurs une scène qui fonctionne en écho à une séquence de Los Olvidados ici, et qui est intéressante, y compris pour arriver au point de départ de l'analyse, c'est-à-dire à la première séquence. Dans Los Olvidados, il y a une espèce d'institution, qui est une espèce de, il ne faut pas dire prison, mais de centre de redressement ouvert, voilà, libéral. Et le directeur est exemplaire et il explique que précisément c'est pas une prison parce que les enfants peuvent partir quand ils veulent, mais qu'on est quand même là pour les éduquer. Voilà. Et il va faire une expérience, le directeur, dans Los Olvidados, il va donner de l'argent à un enfant en lui demandant de rapporter la monnaie pour aller chercher, je crois que c'était des cigarettes. Et l'enfant va sortir par cette porte ouverte, aller vraiment faire la course demandée et ne jamais revenir. Et quand je dis ne jamais revenir, c'est jamais, jamais, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais je sens trop dévoilé. Et il ne revient pas du tout parce qu'il ne veut pas. Au contraire, la responsabilisation de l'enfant, qui est la méthode prônée par le directeur, fonctionne à plein. C'est-à-dire qu'il est très conscient de l'honneur qui lui est fait, de la liberté qu'on lui octroie à cet endroit-là, et donc il veut revenir. Mais c'est le social, le réel, les autres qui l'en empêchent. Et il va être empêché de revenir là où il veut aller, ce qui prouve pour Buñuel la naïveté de ce noble directeur qui consiste à penser que tout a trait à la volonté, quoi. S'il n'y avait que la volonté, l'enfant reviendrait. Pourquoi je parle de ça ici ? Parce que ça interroge la mise en scène du centre au début du film ici, de centre fermé pour le coup. Et deux, il y a une séquence ici qui fait penser vraiment à cette scène-là. C'est celle où il ramène lui aussi de l'argent à sa mère de substitution, à Samantha, et où il annonce qu'il va repartir avec les autres jouer au foot. Et on voit bien dans la façon dont les Dardenne filment cette scène de foot que c'est une scène d'intégration, quoi, qui va enfin pouvoir être intégré dans un groupe d'enfants. Donc c'est un cap important dans la scénarisation du film. Et puis, ça n'a pas lieu.
Parce que là aussi, il y a le réel, le social, le groupe, la bande, qui vont l'en écarter, de façon d'ailleurs diabolique, puisque c'est en prenant son vélo et en faisant en sorte que le vélo ne disparaisse jamais de sa vue, puisqu'on va le conduire progressivement dans les sous-bois, en l'attendant régulièrement dans des pauses pour le faire fuir le centre, c'est-à-dire le foyer et l'espace de jeu collectif. Voilà, donc là on est vraiment sur la constitution d'une nouvelle vie avec une forme de normalisation des relations. Je joue avec des copains à la rue sur un lieu réservé dans l'espace social pour pouvoir produire ce jeu en commun et donc ce groupe, j'allais dire, vertueux. J'assume d'être aux côtés de ma mère de substitution qui me fait confiance en me faisant faire les courses et à qui je rapporte la monnaie et qui en même temps m'apprend les mathématiques. Voilà. Et puis, en contrepoint de ce schéma-là, du chemin tout droit, quoi, de la vie normale, eh ben, il y a cette voie de traverse, cette déviation qui conduit dans les espaces de la violence sociale et de la délinquance. Voilà. Bon, ben, on va repartir justement du centre fermé du début et on va voir comment les frères Dardenne le filment et que raconte déjà cette ouverture du film. C'est parti, premier extrait. Raccroche, Cyril. C'est comme la fois dernière. La boîte a dit que le numéro n'était pas attribué. Raccroche. Donne-moi le téléphone. T'es de trop peur pour mon numéro, laisse-moi le faire moi-même. Bon, si tu veux. Mais tu mets le haut-parleur. Et si la voix dit que le numéro est plus attribué, tu raccroches. D'accord? Oui. Vas-y. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. T'as entendu? Le numéro que vous avez Va jouer avec les autres. n'est pas attribué. Je vais appeler le concierge, donne-moi le numéro. On l'a déjà fait, t'as entendu ce qu'il a dit. Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes. S'il était parti, il m'aurait rendu mon vélo. Faut qu'on appelle le concierge pour qu'il lui dise que je veux lui parler. Le concierge ne sait pas où il est, il te l'a dit. Donne-moi le téléphone. Non. Aïe, lâche-moi, lâche-moi. Cyril. Cyril. Alain, attrape-le. Cyril, descends de là. Lâche ça. Lâche. Lâche, tu vas te faire mal. Lâche, Cyril. Tu te calmes. Calme-toi. Tu te calmes. T'es calmé? Allez, viens. Cyril, vite, Cyril. Pardon, c'est un peu abrupt, mais donc la musique permet de faire le lien avec la deuxième séquence où on le trouve dans son lit. D'ailleurs, on peut partir de là, de la musique. C'est un concerto de Beethoven, hein, c'est ce que le générique nous apprend à la toute fin du film, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, qui doivent être assez nombreux comme moi. Et en fait, c'est une sorte d'événement à l'échelle du cinéma des frères Dardenne, parce que les frères Dardenne sont très rétifs à la musique. Ils n'en voulaient jamais, en fait. Et c'est leur producteur, donc Denis Fred, qui leur a dit « mais cette fois, il faut vraiment que vous essayiez. Ça donnera une espèce d'amplitude nouvelle au film. » Et ils le font, mais de façon très inattendue. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais quand on l'attend. On verra un exemple tout à l'heure. Et il y en a à contre-temps, comme ça. La scène est finie. Sur les toutes dernières secondes de la scène, tout à coup, on embraye. Et ensuite, on a de la musique sur une forme d'inaction totale, puisque l'enfant est au lit. D'habitude, la musique, elle sert à amplifier le sentiment, à accompagner la dynamique. Là, c'est totalement le contraire. Elle est complètement à contre-temps, très littéralement. Et du coup, elle correspond à des moments où le personnage encaisse, souvent des échecs d'ailleurs. Et elle a du coup une fonction dans notre relation au film, c'est que ça nous permet à nous aussi d'encaisser les échecs du personnage, ses renoncements, qui sont à chaque fois très ambivalents, puisqu'à la fois, là, il n'a pas pu s'échapper, par exemple. C'est un échec par rapport à l'action engagée. Et puis en même temps, c'est évidemment chaque fois des moments où il échafaude le plan suivant, puisqu'on voit bien que rien ne l'arrêtera.
C'est précisément une des caractéristiques du personnage. Et donc du coup, à la sortie du film, cette question de l'irruption de la musique faisait partie des questions principales des journalistes, quoi. C'est-à-dire que quand on a vu tous les films des Dardennes, une espèce de truc où on se dit mais tiens, c'est quand même étonnant. Et puis il y a un deuxième fait étonnant, c'est que c'est un film d'été et que les Dardennes n'ont jamais filmé l'été. Et mine de rien, ça change la tonalité du film, comme la musique. Filmer l'été pour eux, c'est une espèce de petite révolution, quoi. C'est quand même un cinéma assez noir, assez dur, très ancré dans le social, dans une analyse du fonctionnement économique par ailleurs. Et puis tout à coup, là, il y a une sorte de rayon de soleil qui s'appelle Samantha. Hein. Assez clairement, c'est l'irruption de ce personnage féminin-là, de cette actrice-là, qui détermine la saison du film. Alors, on verra comment il l'utilise, cette saison, mais c'est évident que la même scène le long du canal avec les vélos, c'est pas la même chose s'il n'y a pas de soleil. Voilà, c'est à un moment, là, il faut qu'il y ait du soleil et des fleurs. Il faut qu'il y ait une ouverture possible. Voilà. Et un de leurs paris sur ce film, c'était précisément de jouer en apparence au moins la carte du happy end. Il y avait un désir d'aller vers quelque chose qui soit un tout petit peu plus positif que certains films antérieurs. Ça faisait partie de leurs propres règles du jeu. Bon, ça ne se laisse pas deviner dans la première séquence, hein, elle est assez dure. Elle est dure pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'on va filmer, c'est un échec. Donc l'échec de cette évasion de l'enfant. Et en même temps, ce qu'on filme, c'est une détermination, celle de l'enfant, justement. Une espèce de personnage qui ne renoncera à rien, quoi qu'il advienne, qui ira jusqu'au bout. Ce qui nous raconte ça, c'est à la fois sa dynamique corporelle, le fait qu'il court tout le temps. C'est quand même un film où, pendant les 2/3 du temps, l'enfant court. J'ai pas chronométré, hein, j'exagère peut-être, mais enfin, il court beaucoup quand même, cet enfant. Partout, hein. Dans la rue, dans les supermarchés, partout. On y reviendra. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est un échec aussi parce que ça a déjà eu lieu. C'est une des premières informations qu'on obtient. En fait, cette scène, elle est rejouée. Voilà, on a déjà appelé, on a déjà eu le concierge. Donc cette scène ne sert à rien, puisque l'échec est forcément au bout. Et en fait, tout ici va venir dire ça. C'est-à-dire qu'il est condamné à rester, qu'il est condamné à avoir une non-réponse. C'est quand même pas rien ce qu'on entend. On devrait entendre une voix humaine, et à la place, on entend une machine qui répète qu'il n'y a plus d'abonnés au numéro composé. Donc il essaye, lui, de renouer un lien affectif avec un personnage décisif de sa vie, son propre père, et à la place, il a une machine qui lui répond. Vous noterez qu'il y a deux moments, en fait, où il a cette machine comme interlocuteur. Le premier en sourdine, parce qu'on entend très peu, et puis le deuxième où tout à coup, là, il y a une forme de haut-parleur qui permet d'entendre vraiment la machine contre laquelle il bute. Et je dis ça parce que la modalité de mise en scène ici, c'est vraiment un enfant qui bute contre le réel, hein, et qui va se cogner la tête, quoi, comme il le fait dans la voiture, dans la scène que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça n'empêche pas de lutter, comme tous les personnages des Dardennes. C'est des personnages en prise avec le réel, dans des vraies difficultés familiales, économiques, parfois culturelles, mais qui continuent à se battre, des combattants. D'ailleurs, ils utilisent assez souvent cette métaphore quasi militaire, notamment pour Rosetta. Ici, ce qu'on voit, c'est un personnage qui va s'échapper une fois qu'il aura buté contre cet obstacle de l'absence de réponse. Finalement, puisqu'on n'arrive pas à distance à communiquer avec le père, il faudra aller vérifier sur place. Et donc, il va choisir la poudre d'escampette. Les frères Dardenne racontent que le moment où ils s'échappent dans le premier plan, là, pour passer sous le bureau, pour eux, c'est une dimension presque burlesque. Voilà, c'est comme quand Charlot, tout à coup, veut à tout prix s'infiltrer dans un espace qui lui est interdit et du coup trouve une espèce de chose trappe. Et il y a un peu cette idée-là, sachant que, comme c'est le premier plan du film, on ne sait pas encore sur quel pied danser et à quel genre il va appartenir. Et puis, ce qui est très beau dans cette ouverture, c'est qu'on apprend un certain nombre de choses, d'informations, elle est très dense pour ça, hein. On apprend qu'il est dans un centre fermé, qu'il est sous la surveillance d'adultes, d'éducateurs. On apprend qu'il cherche à joindre son père et qu'il n'y arrive plus, il n'y arrive pas. Donc peut-être il est vraiment seul, mais le père est vivant. On apprend qu'il n'est à aucun moment question de la mère, donc on suppose déjà
qu'elle n'est plus là, sans savoir pourquoi. Et puis on apprend les particularités du comportement de Cyril, et notamment sa façon de tenir le téléphone. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais c'est quand même assez étonnant. Les Dardenne laissent entendre que c'est lui qui a inventé le geste, en fait. Il tient son téléphone à deux mains, comme ça. Ce qui est très bizarre, parce que en plus, c'est comme si il pouvait de toute façon pas parler dans le combiné, puisqu'il a sa main dessus. C'est vraiment une espèce de symbole à la fois du personnage, il faut que je le tienne haut, ça, du personnage qui ne lâchera rien, et puis en même temps, l'expression que de toute façon, quand bien même il y aurait un interlocuteur, sa voix ne porterait pas, puisqu'il a la main sur le combiné. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose du rapport au réel du personnage qui est donné dans le premier geste. Voilà. Il s'accrochera à tout et à tous. Et c'est évidemment pas pour rien que ce geste même de s'accrocher désespérément sera aussi son geste de contact avec Samantha dans la salle d'attente, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc il y a quelque chose d'un peu presque autistique à cet endroit-là du film. Et paradoxal, parce qu'en même temps, son désir, c'est de s'ouvrir, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aller dans le monde, alors qu'il est emprisonné dans cet univers. L'autre question que pose ce début, c'est mais quel est le regard des Dardenne sur l'institution en question ? Et c'est aussi pour ça que j'évoquais Los Olvidados en ouverture. Buñuel a été très critiqué pour cette scène-là, où le directeur de l'institution disait à l'enfant « Tu es libre, tu peux sortir », parce que la presse de gauche disait vous vous rendez compte, c'est un lieu d'enfermement, et vous en faites l'éloge, vous faites comme si le directeur pouvait être absolument responsable, libre, alors qu'on sait bien que dans ces endroits-là, il maltraite les enfants, tout ça. Et il y a eu comme ça une espèce de campagne de presse qui visait entre autres cette scène, mais assez sensiblement cette scène. Or, quand on voit le film s'ouvrir de cette façon, on sait que les Dardenne sont des cinéastes affichés à gauche, avec un parcours militant. Les cinéastes, ils viennent d'à côté, ils viennent de Seraing en Belgique, parce qu'ils filment quand même en bas de chez eux, tout le temps. C'est quand même une pratique de cinéma très étrange et fascinante. Il y a des gens qui font le tour du monde et qui font du cinéma pour faire le tour du monde. Eux, ils le font en festival, mais dans le quotidien, ils filment à 300 mètres de leur maison, quoi. Et quasiment tous leurs films sont filmés dans leur propre quartier. Et le monde est là, quoi. Pas besoin d'aller chercher kilomètres, pardon. Mais je disais, ils viennent d'à côté, parce qu'à côté d'ici, à Montreuil, il y a la maison de l'arbre d'Armand Gatti. Et en fait, Armand Gatti, c'est leur mentor, leur père spirituel, et même un peu plus que ça. Leur père de substitution, j'y reviendrai peut-être. Voilà, et Gatti, c'est un nanar de première, enfin, je dis assumé, C'est un type très très à gauche qui est passé par une période Mao, qui est fondamentalement anarchiste, et c'est leur école buissonnière. Et donc on se dit, tiens, c'est étrange comment les Dardenne, fils adoptifs de Gatti, vont filmer l'institution qui ressemble à une prison pour enfants. Voilà. Et en fait, ils la filment avec beaucoup de subtilité et loin de toute idéologie acquise. Parce que de toute évidence, c'est une prison pour l'enfant, c'est mis en scène comme ça, il faut s'en évader, d'où le passage par la chausse-trappe. Et puis ensuite, il y a deux grilles à escalader quand même. Une première qu'il arrive à vaincre, à dépasser, et puis une deuxième. Évidemment, cette idée-là d'un chemin, d'une énergie et d'obstacles, c'est le schéma narratif du film. Tout le film va être comme ça. Un enfant qui a un désir d'aboutir à un point B et qui, sur son passage, rencontre des obstacles qu'il devra franchir. Donc la première séquence est une métaphore du schéma du film. Mais du coup, on se dit, d'accord, mais si c'est une prison pour l'enfant, est-ce qu'ils arrivent à introduire une nuance ? Et la réponse est évidemment oui. Dans la façon de filmer les éducateurs, de toute évidence, ils font leur boulot, les éducateurs. Et ils rappellent une chose, c'est que c'est dangereux, en fait. Que le monde est dangereux. Or, que la forêt est dangereuse aussi. Or, de toute évidence, ils ont raison, parce que c'est ce que le film va raconter. Que quand on sort, parfois, on est confronté à des dangers réels. Qui vont être incarnés par la bande de Wes. D'ailleurs, puisque j'évoque ça, la deuxième grille, l'escalade, est aussi une forme d'anticipation de la suite du film. D'abord parce que ça s'escalade, justement, ça se grimpe. Or, comment se termine le parcours de l'enfant ? Par une dernière escalade de l'arbre. Or, derrière la grille, il y a quoi dans la première séquence ? La forêt. Donc de toute évidence, l'escalade de la grille à l'intérieur de l'institution supposée répressive est aussi une anticipation de la dernière escalade, alors même que les encadrants expliquent que c'est dangereux. Voilà.
le film va prouver jusqu'au bout que c'était dangereux, que c'était peut-être même mortel. On y reviendra. Donc, il y a à la fois un désir de filmer honnêtement les encadrants dans leur volonté d'éduquer l'enfant, de lui apprendre des choses. D'ailleurs, ils lui apprennent aussi l'impératif, comme Samantha essaiera aussi de lui apprendre l'obéissance, la reconnaissance de la voix de l'adulte et un certain nombre de règles de bonne conduite. Voilà. Quand on vous donne de l'eau dans une voiture, on dit merci. Sinon, on lâche pas l'eau. On attend que tout le monde soit à table pour commencer à manger. Il y a des règles de vie communes qui sont apprises, inculquées à Samantha, à l'enfant. Voilà. Et dans cette séquence déjà, il y a cette idée que, oui, il y a le désir de l'enfant, mais le désir se heurte au réel. Il y a le réel de la disparition subite du père, qui est quand même très très violente, et puis il y a le réel des apprentissages successifs. Si tu me dis que tu vas te calmer, que c'est fini, bah, tu repars pas en courant. Sinon, c'est que tu es dans le mensonge et la tricherie, quoi. Et c'est ce que fait l'enfant à cet endroit. Voilà. Donc cette première séquence, elle est une forme de modèle d'un certain nombre d'enjeux, et on n'a pas tout développé, hein. Par exemple, on peut développer dans le tout premier plan le fait que l'enfant se retrouve bousculé par l'irruption de l'adulte, alors que n'importe quel autre cinéaste aurait fait un champ contre champ. Il aurait montré l'enfant et puis en contre-champ l'adulte. Là, c'est vraiment l'adulte qui rentre dans l'espace de l'enfant et qui, du coup, l'enserre entre sa présence, la présence du corps de l'adulte, et les livres et la bibliothèque qui sont dans la partie droite de l'image. Donc il est enfermé entre l'univers livresque et des dossiers administratifs, par ailleurs, qu'on va voir un peu plus loin, et puis la présence physique de l'adulte. Donc l'emprisonnement, il est déjà inscrit dans le plan, non pas à la faveur d'un champ contre champ, mais à la faveur des mouvements internes du plan, qui est leur façon de conduire les plans-séquences qui caractérisent leur cinéma. Dernière chose, mais ça fera le lien avec la deuxième séquence, ce qui est frappant dans ce film, je disais que cette séquence avait déjà eu lieu, le fait que ça ait déjà eu lieu, donc ça s'appelle un début in medias res, avec en plus le côté itératif de ça peut se passer tous les jours parce que l'enfant n'entendra jamais raison. Déjà là, il y a une idée géniale. C'est-à-dire qu'en fait, on filme un enfant sourd qui ne veut pas entendre, alors que son premier geste, c'est de prendre un téléphone. Une espèce de paradoxe formidable. De toute façon, il n'entendra pas. Il faut qu'il aille voir de ses propres yeux, et encore, ça ne suffira pas. Ce qu'on a à dire à l'enfant est inaudible. Dans le réel, un enfant de 11 ans ne peut pas entendre que son père a décidé d'interrompre la relation filiale. C'est impossible. Voilà, donc le geste ambigu que je déterminais tout à l'heure entre la double main appliquée au téléphone, c'est aussi une façon de mettre en scène non seulement son accroche, sa détermination, mais aussi cette idée qu'il ne peut pas entendre ce qu'il est censé entendre par le téléphone. C'est inaudible pour lui, puisque c'est inacceptable. Et pour lui, comme pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'acclimatation du spectateur à l'idée que c'est possible, ça, qu'un père puisse dire du jour au lendemain « tu n'es plus mon fils, je ne veux plus jamais te voir ». Voilà, et j'insiste là-dessus parce que, petit détour avant de montrer le deuxième extrait, une des questions qui se posait autour du film au moment de sa découverte à Cannes, c'était la question de son genre. Et je pense qu'il faut la traiter un peu. À quel genre il se rattache. Et je crois qu'il faut assez dire clairement que le genre de départ du film, ça s'appelle le mélodrame. Et si vous écrivez le synopsis du film, c'est un mélo. Voilà, un enfant qui découvre que son père est parti, il ne veut plus jamais le voir, et qui se cherche du coup une famille d'adoption, des points de rattachement. C'est un scénario de mélo classique. Ce qui est fascinant ici, c'est que à la fois ils jouent la carte de ce mélodrame, comme dans plusieurs autres de leurs films, que du coup, jouant la carte du mélodrame, ils assument que c'est pas un genre péjoratif ou un sous-genre, et c'est mine de rien important de le rappeler. Il y a une espèce d'infamie, y compris dans les usages quotidiens de ce mot-là, mélodramatique, qui traîne en français. Voilà. C'est mélo, quoi. Et on a l'impression que c'est pas beau, quoi. C'est pas bien, c'est facile. Or, la force des Dardenne, comme de quelques autres cinéastes contemporains, c'est de dire, mais le mélo, c'est un genre. Voilà. Comme la comédie, comme le drame, comme le western, Pourquoi est-ce que ça ne se traiterait pas? Après, eux expliquent qu'il y a des mélos qui détestent. Dans le dernier film qu'ils aient publié, qui s'appelle Au dos des images,
il stigmatise sur un film américain en disant voilà tout ce qu'on déteste au cinéma. Et c'est un film dont on ne pouvait pas franchement imaginer qu'ils étaient allés le voir en salle. Ça s'appelle Sauver Willy. Voilà, faut imaginer Jean-Pierre et Luc Dardenne dans un multiplex en train de voir Sauver Willy pour être sûr que c'est ça qu'ils détestent au cinéma. Voilà, mais en même temps c'est intéressant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils le détestent? Parce que tout est, ils disent ça, hein, que ça caresse sans cesse le spectateur dans le sens du poil. Donc tout est facile, tout est attendu, tout est préécrit, prémâché. Et du coup, contre cette logique-là, du mélodrame tire-larme, il faut voir comment eux essayent d'inventer de nouvelles règles du mélodrame. Et pour bien comprendre comment ce film-là invente des nouvelles règles, eh ben, il faut s'imaginer ce qu'aurait fait un mauvais cinéaste. C'est ce que j'appelle l'hypothèse du tâcheron. Voilà, le mec sans invention, sans talent, qui reçoit le synopsis, qui fait « ouais, je vois, ok ». Eh ben, que fait le tâcheron sur ce film? Eh ben, il fait un truc que ne font pas du tout les Dardennes. Il fait 1h30 sur la quête du père. En se disant que c'est ça le sujet, quoi. Ouais, c'est super. Attends, il va pleurer dans la voiture, il va taper, c'est super. Attends. Puis à la fin, il se retrouve et à la fin, il refonde la famille. C'est super. Le tâcheron fait ça. Et il se dit que c'est super parce que de toute façon, le spectateur aura envie, quoi. On sera à fond du côté de l'enfant. C'est une injustice faite à l'enfant. Il n'y a rien de plus horrible au cinéma. Or, le choix des Dardennes, c'est de faire 1 demi-heure sur cet enjeu-là, au moins en apparence. Un enfant cherche son père, et puis après, on est ailleurs. En fait, le film est extrêmement rigoureux dans sa structure. Il y a assez clairement 3 parties, mais presque à la minute près. Il y a une première partie qui est de tendre vers la rencontre avec le père, qui aboutit par cette injonction de ne plus jamais revenir. Voilà. Donc ça, c'est ce qui devrait être le film entier dans un mélodrame classique. Il y a une deuxième partie qui est de trouver un père de substitution. C'est tout le scénario avec Wes. Et là, on aboutit à 2 scènes bout à bout, qui sont Wes qui le répudie, qui le laisse en plan sur un parking dans le noir, tout ça. Et juste derrière, le père qui lui redit qu'il ne veut plus jamais le voir et qui balance l'argent par-dessus le mur. Là, on est à 1 heure de film. Donc il s'est passé une première demi-heure recherche du père, deuxième demi-heure confirmation que le père n'est plus le sien, et recherche d'un père de substitution qui aboutit à un échec total. Et puis il y a une troisième partie qui est l'adoption maternelle. Voilà, le film est comme ça extrêmement classique, j'allais dire, mais aussi rigoureux dans sa structure. Et il y a une beauté de la structure dans ce type de film, qui contribue à l'émotion, en fait. Parce qu'en fait, si les mélos sont parfois insupportables, c'est parce qu'ils dégoulinent. Ils se répandent comme ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et en fait, la solution des Dardennes contre les mauvaises pulsions du mélo, c'est la sécheresse. Voilà. Pour qu'un mélo soit juste, il faut qu'il soit sec. Et dans ce mélo-là, tout est sec. Voilà, il y a un désir de ne pas en faire trop, surtout pas. Et donc, quand une scène est émouvante, on va la jouer à minima, y compris dans le jeu des acteurs. Il y a 2000 façons d'amplifier les sentiments dans le film qui ne sont pas employées. Parce que c'est pas là qu'on cherche le spectateur. On cherche à le toucher, à l'émouvoir, tout ça, mais il ne s'agit pas d'en faire une flaque, quoi. C'est pas le but. Et il y a un mot qui va de pair avec la sécheresse, et qui est très frappant la première fois, je crois, qu'on voit le film, c'est que ce mélo va vite. Quand je disais il fait en 1 demi-heure le scénario d'1h30, c'est parce que y a un plaisir à compter qui implique de raconter l'histoire plus vite qu'on ne le ferait d'ordinaire, de jamais traîner, jamais s'apesantir. Et donc la caractéristique première qui sépare ce mélodrame d'un mélodrame classique ou d'un mauvais téléfilm, c'est l'incroyable choix de la vitesse du récit. Ça passe par des coups de force permanents, en fait, quand on regarde le film séquence par séquence. Par exemple, il y a un coup de force assez incroyable et pour moi très réussi, qui est le retour de Samantha, qui est filmé de façon dingue. Il est au lit, on vient prévenir l'enfant que le directeur l'appelle, et juste derrière, hop, voix hors champ de Samantha qui explique pourquoi elle est là. Voilà, j'ai racheté ton vélo. Comment est-ce qu'on peut oser faire ça? Normalement, voilà, que fait le tâcheron?
Il va filmer les atermoiements de la femme qui se dit « Oh, mais il avait l'air mignon cet enfant, tout ça. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour lui ?» Voilà. Et puis qui se renseigne pour savoir comment il était le vélo au fait. Ah, mais il y a peut-être une piste. Voilà. Et eux, ils grillent tout ça. Là. Tout ce qui pourrait constituer 15 minutes de film, ça ne les intéresse pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'enfant. Donc, tout ça peut se raconter en 3 phrases, de façon extrêmement rapide et efficace, et on continue la course de l'enfant, c'est-à-dire sa poursuite infinie de ce père qui ne veut pas le voir. Voilà, donc il y a 2 enjeux caractéristiques de ce mélo-là dans son traitement par rapport aux normes habituelles. C'est son extrême sécheresse qu'on va revoir à l'œuvre, et puis ce désir de rapidité de la fiction pour en arriver aux enjeux centraux, qui sont entre autres de parler, certes de l'enfant, mais aussi du rôle des pères. On va écouter les Dardenne qui racontent d'où vient le film. Quel est le point de départ? Ça permettra de faire le lien avec le 2e extrait. L'histoire est venue d'un gamin japonais. Sans faire le snob, c'est vrai que c'est quand on est allé montrer un film qui s'appelle Le Fils, parce qu'au Japon, il y a toujours l'application de la peine de mort. Et il y avait un mouvement civil japonais qui s'oppose à la peine de mort, donc qui est pour l'abolition de la peine de mort, qui avait choisi notre film Le Fils dans le cadre de cette campagne. Alors le distributeur japonais nous a demandé d'aller, le film allait sortir dans les 15 jours qui suivaient, d'aller au Japon pour faire quelques débats avec les Japonais. Et il y avait une juge de la jeunesse qui, après une projection, nous a raconté une histoire d'un gamin qui avait été déposé à l'orphelinat par son père. Il n'y avait plus de mère et de grand-mère et de grands-parents. Et le gamin a été déposé par son père. Et le père a dit « Je viendrai te rechercher. Quand j'aurai un peu... j'aurai trouvé un appartement, enfin j'aurai fait ma vie. » Et le père n'est jamais venu. Et le gamin a attendu son père durant des années. Et elle nous a un peu raconté sa vie dans l'orphelinat. Et comment il s'était échappé de l'orphelinat. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'en occupait comme juge de la jeunesse. Donc ce gamin nous a... Bon, on en a beaucoup parlé. Et on ne trouvait pas d'histoire à raconter avec lui, simplement autour d'un abandon, du fait qu'il se retrouvait seul à l'orphelinat. Et c'est quand on a eu un autre personnage d'un scénario qu'on n'arrivait pas à finir, avec une femme qui était médecin, et d'ailleurs il est resté dans le film que la scène de rencontre entre la coiffeuse et le gamin se passe dans un cabinet, dans une salle d'attente médicale, on s'est dit... Avec cette femme médecin dont on n'arrive pas à écrire le scénario, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'elle rencontre le gamin japonais. Et c'est comme ça qu'on a eu, bon, on n'en a plus fait un médecin parce qu'on s'est dit, bon, le médecin, il soigne la souffrance, il éloigne la mort. Et comme c'est ce qu'elle va faire avec le gamin, ce serait peut-être mieux qu'on ne soit pas dans le symbole, quoi, dans une femme médecin. Donc, on en a fait une coiffeuse. Et la coiffeuse nous intéressait parce qu'il y avait l'histoire des lavabos avec l'eau qui coule et qui permet au gamin de ne pas parler, de laisser couler l'eau et de parler. Donc voilà. Donc vous voyez, quand on a trouvé cette histoire, oui, il y a du document, il y a de la réalité qu'on nous a raconté, un fait divers si on veut. Et puis il y a un personnage qui venait d'un scénario, qui venait donc d'une fiction, qui était le médecin, la femme. Donc, voilà. C'est un éternel débat, un documentaire fiction. On savait bien que le père de Cyril, et on savait que le gamin il verrait son père très vite. Parce que le film pour nous c'était pas ça, c'était pas comment est-ce qu'un gamin va retrouver son père, mais c'est comment est-ce qu'un gamin va se passer de son père. Comment arriver à se passer de celui qui pourtant normalement devrait vous dire tu es chez toi, chez moi. Le père ne dit pas ça. Comment est-ce que ce gamin qui a 11 ans, 12 ans va arriver à oublier son père et à aller vers cette femme et à grandir, enfin, à avoir une enfance qu'il n'a jamais eue grâce à cette femme. Et c'était ça, quand on a commencé à faire le scénario, on s'est dit, voilà, comment est-ce que ce gamin va aller vers cette femme et comment est-ce que cette femme va réussir à
à adopter, à aimer ce garçon. Voilà. C'est ça qu'on s'est dit, il fallait qu'elle réussisse. Donc il fallait bien sûr qu'elle ait des pièges, des obstacles, et que ça ne se passe pas facilement, que ça ne soit pas angélique, mais il fallait quand même que l'amour qu'elle donne à ce gamin, bah, finalement, ça lui permette de devenir un enfant, parce que c'est ça son problème, c'est qu'il n'est pas un enfant. Enfin, il voudrait être un enfant, il n'y arrive pas. Parce qu'il se pose déjà des questions, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que mon père ceci, est-ce que... Alors que quand on est un enfant, normalement, non, c'est pas les questions qui apparaissent. Et voilà. On demande aux spectateurs d'inventer aussi. De chercher avec nous. Bon, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous pouvez imaginer la mère, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est partie, elle est morte, elle n'est pas là. Et la grand-mère, elle est morte, il le dit à un moment donné, il dit depuis que la grand-mère est morte, je dois m'en occuper tout seul, je stresse, je peux pas. Donc, ce sont des éléments qu'on vous donne, mais je crois que, bon, je peux comprendre que ça peut vous bloquer, mais je crois que ce que nous on essaye de raconter dans ce film, c'est pas de donner tout ce contexte-là, c'est de voir est-ce que ce gamin va pouvoir rencontrer l'amour de cette femme, est-ce qu'il va pouvoir sortir de sa souffrance, est-ce qu'il va pouvoir devenir un homme, est-ce qu'il va pouvoir devenir... Voilà, c'est ça qu'on essaie de raconter. Et bon, maintenant, d'où vient ce père, ce Guy? C'est un homme comme il y en a pas mal aujourd'hui. Je crois que là, ça renvoie assez bien à la société où on est. Voilà, il refait sa vie, il a rencontré une nouvelle femme, il travaille dans un resto, le gamin a l'air de gêner un peu là-dedans, et il se dit, tiens, il y a une femme qui a l'air de pouvoir s'en occuper, mais je lui laisse. Voilà. On ne fait pas le portrait à charge de cet homme. Je veux dire, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le gamin, il vit ce que son père lui dit. Mais vous voyez, on n'est pas allé dans les motivations des personnages, du père, même Samantha. Pourquoi est-ce que Samantha s'occupe du gamin? On pourrait dire, oui, elle a besoin d'un enfant, elle a perdu un enfant, elle ne peut pas en avoir. C'est pas notre problème. Nous, ce qu'on se dit, c'est, cette femme est là, assise sur une chaise, un gamin lui fonce dessus, l'entoure de ses bras, il se passe quelque chose. Elle a senti la détresse de ce gamin, voilà. Mais on peut très bien dire, oui, mais elle pourrait très bien ne pas aller vers lui. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on serait peut-être dans nos sociétés plus enclin à ignorer ce gamin. Ça, c'est vrai. On se méfie, on a peur, les autres n'attirent que des ennuis. On vit aujourd'hui, dans nos sociétés, on est plutôt dans la méfiance permanente et dans la peur des autres. Samantha n'est pas comme ça. C'est aussi ce qui nous intéressait chez le personnage par rapport à notre vie, à la société dans laquelle on vit. C'est de montrer que, eh ben, elle, justement, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas pourquoi. Et nous, on se dit que le spectateur, ben, il est emmené par Samantha. Au début, il se dit, ben, pourquoi elle fait ça? Et puis, il se dit, mais elle le fait. Et finalement, il se dit, ben, je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mais elle a bien fait de le faire. C'est un petit peu le chemin du spectateur. Le chemin que nous, on a espéré. Voilà, quelques commentaires avant de voir la deuxième séquence. Dans la dernière intervention, il y a deux choses qui sont très frappantes et qui, moi, me paraissent importantes pour comprendre le film. La première, c'est l'insistance sur la fonction du spectateur. Et il ne dit pas n'importe quoi, il dit c'est au spectateur d'inventer. D'inventer. Ça veut dire vraiment que chez eux, le spectateur est co-créateur du film. Voilà, il y a des trous, et c'est à nous de les combler. Et il y a des trous, comme ils viennent de le dire, biographiques qu'on comble comme on veut, une espèce de liberté totale. Vous pouvez vous raconter n'importe quoi sur le passé de Samantha qui l'a conduit à accepter. Et puis il y a aussi des choses qu'il faut relier, comme si le film était en pointillé. Et ça fait apparaître la forme quand on relie. Par exemple, il parle de la grand-mère, là, celle qui a disparu, celle de l'enfant, de Cyril. Et la mort de la grand-mère est énoncée dans le film de façon très rapide, hein, là aussi, tout va vite. Comme
l'élément déclencheur de l'abandon de l'enfant. C'est-à-dire que puisque la grand-mère n'était pas là, n'était plus là pour s'occuper de lui aussi, Cyril est devenu un poids pour son père, qui est devenu le dernier à tenir la famille, quoi. Donc la grand-mère morte implique que le père est dépassé, tout ça, et qu'il veut passer à autre chose, et autre chose c'est sans Cyril. Donc la mort de la grand-mère est évoquée dans une demi-phrase, et en même temps elle est à l'origine de tout. C'est ce décès, cette disparition qui a entièrement entraîné l'explosion de la famille. Alors déjà, le spectateur doit choper ça dans le film. C'est intéressant de savoir si les enfants sont attentifs à tel ou tel détail. Mais le rôle du spectateur, c'est aussi de relier les points. Or, il y a une autre grand-mère dans le film. C'est la grand-mère de Wes. Et que se passe-t-il au moment où ils entrent dans l'appartement de Wes? La grand-mère est par terre. Elle est donnée pour morte, physiquement, visuellement. Et ce que fait Wes, c'est qu'il la relève. Parenthèse, chercher la télécommande. La télévision, c'est aussi dangereux que les jeux vidéo. Mais donc il la relève, il la redresse et il la met au lit, couchée. De toute évidence, l'écriture là, filmique, consiste à faire correspondre les deux grand-mères. L'une qui est restée sur le carreau et qui entraîne la disparition de la famille, l'explosion de la famille, et une autre que le père de substitution ressuscite visuellement. Si je dis ça, c'est évidemment en pensant à la fin du film aussi, où quand on est allongé par terre, on est donné pour mort. Donc ce qui est intéressant là, c'est que du coup, le personnage de Wes va apparaître comme celui qui est capable de ce petit miracle-là, quoi. Peut-être que lui, il aurait évité la mort, tout ça. Il y a un peu ce jeu-là. Ce qui, du coup, le fait apparaître comme quelqu'un qui est plutôt secourable, quelqu'un qui est plutôt au service des autres, ce qui est évidemment une illusion totale, hein, puisqu'il révélera d'autres visages par la suite. Voilà. Donc c'est vraiment au spectateur de créer des liens à l'intérieur du film pour donner du sens à des éléments qui, a priori, si on ne fait pas cet effort-là, n'en ont pas, qui peuvent être comme ça, passés inaperçus. Bon, et puis le deuxième élément important de cet entretien, c'est la question du rapport entre les personnages choisis par les Dardenne et la société. C'est-à-dire soit le jeu de contrepoint, soit le jeu d'assonance avec la société qu'on connaît. Voilà, ils disent, Cyril, c'est un père comme les autres, comme on en voit tous les jours. Voilà. C'est-à-dire que la société contemporaine a tendance à fonctionner sur un système très individualiste. Donc le père, il refait sa vie, ça veut dire qu'il la refait sans enfant. Voilà. Il y a une nouvelle femme, tout ça. Il y a quelque chose qu'ils ne disent pas ici, mais qui est important dans le film, c'est que la perversité de la situation du père, c'est d'avoir noué ensemble l'intime et le professionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, il a sans doute vraiment eu des problèmes d'argent, il a un problème de travail, et là, il a trouvé en même temps un travail et une femme. Sauf que cette femme est sa patronne. C'est assez clair dans le film. Donc si il fait des choses qui déplaisent à la patronne, et d'ailleurs il dit non, la patronne ne veut pas que tu appelles. Donc s'il fait des choses qui déplaisent à la patronne, il risque de perdre à la fois sa compagne nouvelle et son boulot. Donc c'est en nouant l'intime et le professionnel, le sentimental et l'économique, que du coup sa situation s'en trouve pervertie et donne aussi une excuse, entre guillemets, à son choix illégal d'abandonner l'enfant. On rappelle que les parents ont obligation de protection et de fournir à la fois un toit, à manger, etc. à leur enfant. Parenthèse, puisque je parle de fournir à manger, il lui donne des chips. Là, vous cherchez une interprétation terrible. Non, il n'y en a pas. Si ce n'est que c'est un peu cheap, quoi. Mais en revanche, juste derrière, West donne des tucs. Et en fait, ce don-là sert aussi l'idée du relais des deux pères possibles. Le père réel et le père de substitution. Voilà. C'est le père nourricier, quoi, pour le dire comme ça. D'ailleurs, je vais au bout, tant pis. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le personnage de Steve se fait appeler Wes. Alors certes, il se fait appeler Wes par référence à son univers de prédilection, son univers de référence à lui, c'est-à-dire le jeu vidéo et en l'occurrence Resident Evil. Et il mime le personnage en prenant les lunettes noires, tout ça. Donc il y a l'idée du masque aussi. Hein. Ça sert à ça, le surnom.
Sauf que Wes, ça connote américain, tout ça, mais Steve aussi, donc c'est pas l'explication principale. Même si derrière, il y a un nom bien français, hein, je sais plus quel est son nom, on l'apprend à un moment. Grosjean ou quelque chose comme ça. Steve, j'ai oublié. Bref, mais Wes en français, ça a aussi un sens. Et moi, je suis convaincu qu'ils sont marrés à faire ça, que c'est dans le film, vraiment. Wes en français, ça veut dire où est-ce. Et où est-ce, bah, c'est l'indice d'un personnage qui cherche. Et qui cherche quoi? Là, je la fais jusqu'au bout. Hein. Qui cherche un repère. Ouais. Ah ouais. Non, c'est hyper bossé. Donc, le premier père étant mort à son tour, symboliquement, j'entends, eh ben, on va essayer de s'accrocher au second. Voilà. Celui qui peut servir de repère. Voilà. Et qui, du coup, le sert d'autant plus qu'il est dans ce jeu de substitution du père nourricier après l'éviction par le premier. Voilà, donc le boulot du spectateur, bah, c'est de prendre ces espèces de petits éléments de sens qui sont fournis par le film, mais qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Voilà, c'est notre travail. Je disais il n'y a pas longtemps un entretien avec Billy Wilder qui était vachement bien sur cette question, beaucoup plus clair que des dizaines d'autres cinéastes. C'est Michel Simon qui l'interroge dans Passeport pour Hollywood et il propose une interprétation comme ça. Vous verrez que ça a lieu sur l'écran aussi tout à l'heure. J'en propose une qu'ils n'acceptent pas du tout. C'est normal, c'est le jeu. Mais et à un moment, Billy Wilder l'arrête en lui disant « Mais ça, c'est pas mon boulot de trouver du sens, c'est le vôtre. Moi, je crée. Je crée et je ne suis pas capable d'expliquer tout le temps pourquoi je fais les choses. Moi, je travaille comme tous les artistes à l'instinct. Et c'est vous qui allez trouver du sens, c'est vous qui allez trouver des récurrences entre mes films. Moi, je les analyse parfois bien après. Au moment où je suis dans l'acte créatif, je ne suis pas là en train de me dire « ça va référer à tel plan que j'ai tourné il y a 10 ans ». Ça, c'est votre travail à vous de critique ou d'analyste, donc de spectateur, parce que le spectateur est aussi un analyste en germe. Allez, faisons ça. Deuxième extrait, la rencontre avec Samantha. Concierge. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril? Cyril Catoul, mon père habite au 5e. Il n'habite pas ici, il est parti il y a un mois. Mais il y a son nom sur la sonnette. J'ai oublié de l'enlever, au revoir. Et monsieur, je peux quand même monter? Il n'y a personne, je t'ai dit. Mais j'irai quand même. La maison médicale, oui. Allô? Je suis tombée en vélo, je peux venir? Oui, c'est au rez-de-chaussée, la porte bleue avant les ascenseurs. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus personne qui habite là. Si, il y a mon père. Non, c'est vide. Va demander au concierge, il te le dira. Allez, reste pas là, je te dis, descends. Descends. Tu vas descendre, oui? Cyril? Attends. Cyril!
en vélo? Oui. Tu t'es perdu dans l'immeuble? Un peu. C'est simple pourtant. T'as mal quelque part? La jambe. Tu te saignes? Non. T'es pas tombé sur la tête? Non. Donne-moi ton nom et ton prénom. Bonjour madame, nous sommes le directeur de Cyril. Il s'est échappé de l'école. Non, c'est raisonnable, tu viens. T'entends ce que je te dis, tu viens. Lâche la dame. Cyril, viens. Tu me fais mal, me serre pas comme ça. Tu laisses la dame et tu viens avec nous. Je reste chez mon père. Il n'habite plus ici, ton père. Si, c'est mon vélo. Tu peux rester comme moi, mais me serre pas si fort. Tu viens, Cyril. Non. Je peux lui ouvrir l'appartement, il verra. T'as entendu le concierge? On va aller voir l'appartement de ton père, d'accord? Excusez-moi. Tu viens, Cyril? Voilà, donc la rencontre, et puis la rencontre avec le réel, c'est-à-dire le vide. C'est une scène complexe en fait, et assez forte à tout point de vue. Donc il y a 3 temps, il y a le temps de comment pénétrer dans le bâtiment alors qu'on est face à un mur, à une porte fermée. Il y a le temps de la rencontre elle-même, dans la salle d'attente, et puis il y a le temps de la visite de l'appartement. Sur le premier temps, évidemment, ça prolonge d'idée fixe de l'enfant, de ce gamin têtu, là, puisqu'il avait déjà demandé à parler au concierge par le biais du téléphone dans la première séquence, et que là, il va le faire par une autre médiatisation, une autre médiation, c'est-à-dire l'interphone. Il va se faire jeter, comme lui avaient dit les adultes. Ils l'ont prévenu. Autrement dit, ils le protègent vraiment, en lui disant que c'est pas la peine, que ça sert à rien. Mais il y a cette espèce d'énergie, un peu du désespoir quand même, qui fait qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut voir par soi-même, il faut entendre, vérifier. Ce qui est très beau là pour le coup scénaristiquement, dans cette première phase de la séquence, c'est l'astuce de l'enfant qui consiste à appuyer sur un autre bouton, en l'occurrence la maison médicale, et donc à réussir à se faire ouvrir la porte. D'abord parce que c'est une ruse, un détour, un mensonge aussi, qui en fait renvoie à d'autres mensonges dans le film. D'abord il vient d'en faire un, il a dit qu'il allait faire la grande commission pour pouvoir aller dans l'autre toilette et pour pouvoir s'échapper par la porte de derrière. Mais surtout, il y a un mensonge assez fondamental dans le film, sans doute, mais qui n'est jamais verbalisé. C'est la raison pour laquelle, après cette séquence, il ira rechercher Samantha pour lui demander de pouvoir rester chez elle, à pouvoir la visiter le week-end. Parce qu'une interprétation un peu naïve et spontanée à la fois laisserait penser qu'il a un tel besoin d'amour que tout à coup, cette rencontre est décisive et qu'il en a vraiment besoin, d'une femme qui le protégerait dans un rapport maternel, tout ça. Et en fait, cette séquence-là nous donne une clé possible, c'est que de même qu'appuyer sur la maison médicale, la sonnerie de la maison médicale, peut-être ne servir simplement qu'à ouvrir une porte, rien de plus, pour pouvoir aussitôt changer de voie. On lui dit c'est la porte à côté de l'ascenseur et il prend l'ascenseur direct, on se retrouve direct dans l'ascenseur, donc on filme le mensonge. De même, le fait d'aller voir Samantha ne sert sans doute qu'à trouver un prétexte pour être déjà hors de l'établissement fermé et prolonger sa quête. Autrement dit, ce gamin est aussi totalement calculateur. Et c'est aussi la force du personnage, d'être dans cette ambivalence. Évidemment, il a besoin d'amour, évidemment, il a besoin de protection, de ne plus être aussi seul, y compris par rapport aux autres. Confère, on ne l'a pas commenté tout à l'heure, mais la tricherie de la bande-son pendant le générique,
c'est des enfants qui jouent ensemble, tout ça. Et puis après, boum, on tombe sur Cyril encadré par les adultes. Il n'est jamais avec les autres. C'est ce que je disais sur le match de foot, qui serait une étape décisive de son intégration. Donc là aussi, on utilise le mensonge, la tricherie, comme il l'utilisera sans doute pour pouvoir alpaguer Samantha et se faire recueillir par elle pour continuer sa quête et arriver à ses fins, c'est-à-dire voir son père et essayer là aussi d'être intégré, réintégré à la cellule familiale. La deuxième chose très très belle ici, c'est donc comment filmer la rencontre entre les deux personnages principaux. Et là, les Dardenne racontent qu'ils ont dû s'y prendre à 2 fois. Et les raisons pour lesquelles ils s'y prennent à 2 fois sont assez passionnantes et éclairent vraiment le film. Ça, c'est dans le bonus DVD du film, en édition commerciale. En fait, il l'avait d'abord filmé, donc ici, il racontait tout à l'heure au Méliès que dans un premier temps, elle était un personnage de médecin, et que sans doute cette séquence était un séquel de ce scénario antérieur. Ce qui veut dire que le médecin sortait et hop, il tombait sur le médecin, quoi. Donc elle n'est plus médecin, elle est patiente au même titre que les autres, mais il l'avait dans un premier temps mis en scène devant le comptoir. Et ils se sont rendus compte, en revoyant la prise, qu'elle était du coup éclairée par la fenêtre qui se trouve derrière la femme qui est au comptoir. De sorte que la première apparition de cette femme se trouvait nimbée de lumière qui donnait une dimension très fortement religieuse à la scène. Et en fait, l'effet produit par ce premier choix de mise en scène, c'était très exactement les 2 choses qu'il voulait éviter. Un, il voulait pas que ce soit une sainte, et là, c'était la Vierge Marie, quoi, hein, protégeant son petit Christ. Et 2, il voulait traiter visuellement de la question de l'irruption d'une star dans leur cinéma. Parce que Cécile de France, quand elle fait Le gamin en vélo, elle vient de tourner avec un petit metteur en scène américain qui s'appelle Clint Eastwood. Donc, c'est l'actrice belge la plus connue au monde et qui peut être désirée par les meilleurs metteurs en scène américains. Et du coup, leur question à eux, c'est, mais bon, on a envie de travailler avec elle en tant qu'actrice, parce qu'on la trouve épatante comme actrice, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que d'habitude, le chemin des Dardennes dans le rapport aux acteurs, c'est on repère des inconnus totaux et on en fait des acteurs, et des grands acteurs. Olivier Gourmet, par exemple, qui apparaît ici, c'est un grand acteur, qui est devenu un acteur majeur du cinéma français. Mais ils l'ont fait, si j'ose dire. Ils l'ont découvert. Leur chemin, c'est l'extraction dans le réel pour pouvoir les conduire éventuellement aux portes de la starification. C'est pas, je prends une star constituée et je vais tout à coup la filmer. Donc en fait, voyant ces rushs, ils se sont dit, il y a une connotation religieuse qui va être insupportable parce qu'elle va peser sur tout le film. Et 2, on voulait éviter de filmer la star pour pouvoir filmer d'une certaine façon Cécile de France au quotidien, et on s'est complètement planté. Parenthèse, les entretiens avec les frères Dardenne sont très très bien pour ça aussi, c'est que ce sont les plus humbles des grands créateurs contemporains. Mais vraiment, hein. Moi je connais aucun autre cinéaste qui parle à ce point de ses erreurs. Vous savez, ils font tous comme s'ils savaient tout, comme si tout était prévu, comme si. Et évidemment non, la création, c'est pas ça. Alors chez eux, c'est encore plus impressionnant parce que ça renvoie à leur méthode de travail, puisque tout est artisanal, quoi. Peut-être qu'on aura le temps de passer ça tout à l'heure, donc je dévoile pas, mais ils jouent les rôles avant de les confier aux acteurs, quoi. C'est quand même un truc d'imaginer Jean-Pierre Dardenne dans le rôle de Samantha. Bon, donc là, du coup, ils ont renversé entièrement la scène. Et ce que ça donne aujourd'hui est sidérant par rapport à ce qu'on imagine être le rush initial. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre en contre-jour, nimbée de lumière, ils vont l'asseoir sur une chaise au milieu d'autres patients. Ils vont faire en sorte que l'action dans le cadre la masque partiellement, de sorte qu'on ne l'identifie pas tout de suite. Et le premier geste par lequel elle entre dans le plan, c'est qu'on la fait tomber par terre et qu'elle se retrouve à terre, masquée par ses corps, dans une espèce de position de lutte, quoi, très littérale, et avec une lumière complètement aplatissante, qui ne met pas particulièrement en valeur la star Cécile de France et sa sensualité reconnue. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, on s'est planté, il faut qu'on la revoie entièrement, renversant l'espace et donnant lui ce qu'on veut, c'est-à-dire une figure du quotidien. C'est pas non plus un hasard si elle est passée de médecin à coiffeuse. Alors, ils expliquent là que coiffeuse, c'est par rapport à l'eau, tout ça, c'est une des 12 000 raisons. Mais dans les autres raisons, il y a le fait que le statut social d'une coiffeuse et d'un médecin n'est pas tout à fait le même,
que dans leur cinéma, quand même, il y a cet ancrage au cœur de la cité qui implique plus facilement une adhésion avec un coiffeur qu'avec un médecin, et que par ailleurs, le coiffeur est en soi une profession et un espace intéressant. Par exemple, parce que c'est un espace où on croise l'ensemble du village, quoi. C'est un espace de confidence aussi. On parle à son coiffeur, y compris de choses parfois personnelles et intimes. Donc tout ça, même si c'est pas inscrit dans le film, ça les stimule vraiment. Voilà. Ça fait partie de leur plaisir d'inventer ce personnage-là, plutôt que ce guérisseur des âmes et des corps qui est censé être de façon très symbolique le médecin. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième partie de l'extrait, comment provoquer l'accident de la rencontre. Mais un des chocs, si j'ose dire, de cette rencontre, c'est ce choix formidable qui consiste à ne pas rester sur Cécile de France. Ça, c'est la même chose que de la montrer en train de tomber dans le premier geste du film, son premier geste à elle. La caméra ne reste pas du tout sur elle, on fait comme si c'était rien passé, ok, au suivant, et le suivant, c'est la scène avec l'enfant, et où là, il y a un parti pris de mise en scène extrêmement fort et appuyé, qui consiste à le laisser se démerder tout seul. Voilà. On lui ouvre la porte, on laisse la caméra dans l'embrasure de la porte, de sorte qu'il y a ce qu'on appelle un surcadrage. On voit les amorces de la porte à gauche et à droite, et puis on laisse à lui découvrir une par une les pièces vidées, en trouvant une idée plastique pour dire qu'elles ont vraiment été vidées, débarrassées, qui est les accros de papier peint, quoi. Voilà. On sait que l'espace est vide, c'est pas la peine de le montrer, on vous dit depuis le début. Vous n'êtes pas comme l'enfant qui ne veut pas le croire, vous n'avez pas besoin de le voir. On sait que la raison et le réel imposent qu'il n'y a rien à voir. Donc on ne franchit pas ce seuil-là. Parenthèse, cette question du franchissement des seuils va être du coup une question déterminante, puisque de même qu'on a vu une série d'obstacles, à commencer par la porte de cet immeuble, de même tout va se jouer sur est-ce qu'on arrive ou pas à franchir la porte supplémentaire qui permet d'une certaine façon d'accéder au tableau suivant. Et c'est là où le film se réconcilie pour partie avec l'univers du jeu vidéo. Voilà. Il y a des tableaux successifs, il y a des seuils, et il faut là aussi franchir une porte de plus pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Écoutons-les maintenant. Alors non, juste pour rebondir et faire le lien avec l'extrait suivant de l'entretien public avec les Dardennes. L'autre chose frappante dans cette scène, quand on a vu le film dans son ensemble, c'est le travail sur la couleur. D'abord parce qu'elle est fondamentalement en aplat. Donc il y a des grands murs jaunes, des grands murs beiges, des grands murs... Et ensuite parce que les personnages sont très clairement associés à des couleurs fixes. Le gamin, au vélo, est presque toujours en rouge, pendant presque tout le film. Je crois de mémoire qu'il y a une exception, qui est le moment de l'agression, non pas de l'agression elle-même, de la répétition de l'agression, avec le bâton, là, où cette fois, il a un pull rayé, pour une raison un peu étrange, mais qui est que le rouge a changé d'âne, si j'ose dire, puisque le rouge est passé du côté de la voiture de Wes, qui est entièrement rouge. Mais tout le reste du film, il a un seul t-shirt. C'est pas entièrement réaliste. Voilà. Et s'ils le font de cette façon-là, c'est qu'évidemment, ça n'est pas là la question du réalisme qui les intéresse. De même, elle apparaît en violet ici, en parme, enfin je ne sais jamais exactement quelle est cette couleur, mais elle va la garder presque tout le film. Alors, dans les conventions cinématographiques, ça arrive qu'on se dise, bon, il faut vraiment identifier le personnage, permettre de distinguer deux filles brunes, alors on va mettre une couleur à chacune. Quand c'est Cécile de France qui joue, vous n'avez pas besoin de faire ça. L'essentiel de vos publics, il est en France et en Belgique, même si le film va être vendu dans 30 pays dans le monde. Donc il n'y a pas besoin de faire ça. S'ils le font, c'est pour une raison précise, c'est pour affirmer dans l'image, par un choix plastique fort, que ce ne sont pas des caractères psychologiques individualisés, mais des types. Et là, ça permet de basculer vers l'autre genre, le genre caché derrière le mélodrame. Le gamin au vélo est évidemment aussi un conte de fées. Écoutons-les en parler. On l'a conçu comme un conte, oui, un peu un conte, dans la mesure où les personnages sont fort dessinés. Le méchant, il est dans la forêt, un peu comme le loup. Le gamin, il arrive devant les arbres, il est tout petit, en rouge. La forêt est très grande. Bon, il y a quelques éléments, mais qu'on a trouvés en travaillant, et je pense qu'on n'a pas essayé de... C'est peut-être une réponse à la question de la personne de la salle 2, sur le contexte des personnages, leur motivation et tout ça. Il faut plus les voir comme des personnages d'un conte, oui, effectivement, un peu comme dans Pinocchio,
il faut aussi les voir un peu comme ça et pas essayer de dire oui mais pourquoi il fait ça, parce que non. Il faut suivre ce gamin. Et ce gamin, comme dans les contes, il doit perdre une illusion. Et c'est une illusion qui pour nous, enfin en général, n'est pas une illusion. Dans la vie, normalement, notre père, il nous dit ici c'est chez moi, t'es chez toi aussi. Et là, c'est pas le cas. Son père, il dit non, j'ai autre chose à foutre. Et le gamin doit accepter d'être seul et de rencontrer quelqu'un d'autre qui va remplacer son père. Et c'est ça que ça raconte. Bon, ça va être cette femme qui est à la fois sa mère, son père, la bonne fée, la fée bleue. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça que je crois que trop de questions psychologiques trop de questions sur les motivations des personnages secondaires pourraient tuer le film, le récit, quoi. C'est pas. On a voulu, on s'est vraiment intéressé à ce gamin et cette femme. Et les autres personnages sont là pour créer des obstacles, ou bien pour dire, tiens, ben oui, d'accord, par exemple, si on prend le libraire et son fils à la fin, eh ben, le mal est toujours là. C'est pas parce que lui, il devient quelqu'un d'autre, que dans la réalité, il n'y a pas toujours les crapules. Chez les victimes, de surcroît. Oui, alors que ce père, le libraire, a été plutôt bien quand il a dit au gamin, allez, on oublie ça, t'as fait ce que t'as fait, on oublie. On trouve ça plutôt bien. Et puis pour protéger son fils, il est prêt à, voilà, humain trop humain, enfin, c'est terrible, mais voilà, il fait ça. Et on se dit, ben oui, c'est encore possible. Il pense d'abord à sa peau et à la peau de son fils, à sa famille, et il est prêt à raconter une histoire, un mensonge pour sauver son fils. Oui, la scène de la femme me pose question. Ben, c'est aussi un rapport entre un père et un fils. Oui. C'est aussi allez, on peut dire que... Allez, si on fait un peu... Enfin bon, il y a trois images du père dans le film. Il y a le démissionnaire là, qui stresse, il y a le séducteur, Wes, il y a le gars, mais on ne peut pas vraiment l'en vouloir à lui, le pauvre Gilles, le jaloux. Mais il faut dire que le gamin n'est pas très réceptif, le gamin est jaloux aussi. Et puis il y a ce quatrième personnage qui est le père, qui est un père qui apprend quoi à son fils? Il lui apprend à mentir. Et il lui apprend à être complice d'un meurtre. Donc leur relation, leur transmission, si je puis dire, se passe sur le dos d'un mort, pas de quelqu'un qui pense mort. Donc voilà, ces quatre images un peu déficitaires, comment dire, du papa. Merci. Voilà, donc dans ce cinéma qui parfois est perçu comme réaliste et psychologique, en fait, l'horizon réel ici des frères Dardenne, c'est le conte de fées, dont ils utilisent de très nombreux codes. Et évidemment, le jugement qu'on peut avoir sur un conte ou la distance que le spectateur peut avoir vis-à-vis d'un conte n'est pas la même, les attentes ne sont pas les mêmes que lorsqu'on a affaire à une fable réaliste, quoi, ou à un récit réaliste. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des coups de force, tout à coup, il y a des choix tranchés, comme celle du pull rouge, quoi. Parce que c'est le petit chaperon rouge au milieu du récit, c'est pas parce qu'il y a eu une nuit qu'il a changé. Il a toujours son petit chaperon rouge. Sinon, il perd son identité même. Voilà. Et dans ces interventions, les frères Dardenne, du coup, dévoilent une partie de ce qui les intéresse. C'est-à-dire de mettre en scène, de mettre en place une espèce d'éventail de figures paternelles. De dessiner une figure du père à travers 4 types de personnages successifs qui se répondent les uns aux autres. D'où les correspondances que j'évoquais tout à l'heure entre Wes et le vrai père. Mais eux, là, développent le fait qu'avec Gilles aussi, il y a une correspondance choisie. C'est-à-dire que Gilles, c'est le père impossible. Celui qui est nécessairement du côté du rival. Il y a d'ailleurs un plan qui dit ça très clairement, qui est le plan où, de nuit, l'enfant va la voir et trouve Gilles dans son lit, quoi. C'est juste pas possible. Voilà. Et donc là, on voit bien que si de temps en temps Samantha peut être à la fois la mère, le père, tout ça, elle peut être aussi l'amant symbolique, quoi, ou la maîtresse symbolique en l'occurrence.
Voilà, donc cet horizon-là du conte, il permet du coup de donner une espèce de contre-champ à une autre question importante pour lire le film, qui est la question de sa dimension religieuse, qui est une espèce de grande question récurrente sur le cinéma des Dardennes. Donc il se revendique comme parfaitement athée, comme à peu près tous les cinéastes intéressés par la religion au cinéma. J'évoquais Buñuel tout à l'heure, voilà. Il a même été dénoncé comme athée quand il travaillait au MoMA à New York, parce que c'était impossible d'être athée à ce poste-là, tout ça. C'est Dali qui a envoyé une lettre de dénonciation, son ancien ami. Voilà. Et donc, mais je disais comme de grands cinéastes, c'est-à-dire que Bruno Dumont, par exemple, n'est pas spécialement un cinéaste chrétien. Et pourtant, il est obsédé par la question de la religion, du sacré et de la transcendance. De même, eux, évidemment, ce film est traversé par des enjeux religieux, des figures, des motifs. Ils viennent de le dire ici, ce qu'ils filment à la fin, c'est une mort aux yeux de tous, y compris de ceux qui sont censés l'avoir provoqué. Autrement dit, puisque l'enfant revit, ça veut dire que le sujet de la scène, c'est une résurrection. Qui filme une résurrection, qui est un truc quand même qui a été filmé par 5 cinéastes au monde. Enfin, j'exagère un peu, parce qu'il y a des genres qui servent à ça. Mais filmer une résurrection, c'est quand même une question de cinéma un peu dense, quoi. Comment est-ce qu'on fait croire? Voilà. Quel est le rapport au spectateur pour pouvoir susciter l'énergie de la croyance par-delà le risque du ridicule? Dreyer y arrive. Voilà. Ça donne hors dette. C'est génialissime. Mais c'est quand même compliqué. Bruno Dumont y arrive dans Adé Witch. Voilà. Il arrive à filmer vraiment, sérieusement, une résurrection. Et on pleure. Parce qu'on en a envie d'y croire. Là, c'est compliqué parce que c'est une espèce de résurrection laïque et quotidienne, quoi. Le gamin, il prend son vélo, il s'en va. Oh. Alors, eux, ils expliquent d'où ça vient, ça. C'est là aussi très quotidien, très réaliste. En fait, ils ont été fascinés par une anecdote qui est que pendant un match de football, un joueur s'est effondré par terre et pendant 3 minutes, tout le stade l'a cru mort. Ce qui arrive vraiment, hein, assez souvent d'ailleurs. Et donc, gros mouvement de panique, les joueurs, tout ça, on va chercher le staff médical, machin. Et au moment où le staff médical arrive, le gamin qui était vraiment par terre, évanoui, tout ça, se relève et veut rejouer. Voilà, tout va bien, quoi. Comme s'il était passé par la mort pendant le temps de 3 minutes. Et c'est ça qu'ils ont tenté là. Voilà. C'est-à-dire en passer par l'expérience de la mort possible de l'enfant pour pouvoir permettre ce rebond qui est de l'ordre de la résurrection. Mais évidemment, au-delà même de notre croyance de spectateur, la question qui se pose, c'est à quoi ça renvoie dans le film, comme autre référent religieux ou autre élément qui renverrait à cette transcendance. Or, de toute évidence, la question du pardon, elle est centrale dans le film. Et elle est quand même très connotée. On la verra tout à l'heure. Mais la question même du rachat, elle est très présente dans le film, dans des modalités qui, cette fois, évoquent assez fortement le voleur de bicyclette de De Sica. Quand le père a commis une injustice à l'égard de l'enfant, dans le voleur de bicyclette, il tente un truc au cas où. Il veut racheter sa faute. Et donc il sort des billets pour acheter une pizza à l'enfant. Comme si on pouvait racheter ça. Le pire, c'est que ça marche en apparence. Mais donc ici, il y a très évidemment la question du rachat. Elle est totalement inversée et pervertie, puisque en réalité, c'est l'enfant qui va essayer d'acheter son père. Quand il lui amène les billets, il cherche vraiment à l'acheter, quoi. Voilà. T'es parti, t'as fait comme si t'étais parti pour des enjeux d'argent, et ben moi, l'argent, je te le donne, comme ça je reviens. Voilà. On est quitte. Donc là, la question du rachat, elle est évidemment aussi celle du pardon. Voilà. Donc elle est aussi d'obédience religieuse. Et le film va être, comme à peu près tous les films des Dardennes, hein, mais traversé par des figures qui sont comme ça des figures liées à la culture judéo-chrétienne. Du coup, ce qui est étonnant dans leur façon de parler du film, c'est qu'ils mettent une espèce de rivalité de 2 grilles d'interprétation qui, en réalité, sans doute, sont compatibles. Mais pour éviter la question de la dimension religieuse, eux mettent en avant la question du conte. Dans les contes, il y a aussi des figures morales qui tendent vers le pardon, voilà, pour accomplir le destin de l'enfant, pour lui permettre de grandir. Les contes racontent à peu près tous ça. Les obstacles qu'on doit franchir pour pouvoir grandir et passer à un autre âge. Voilà, donc ce roman d'éducation, là, ce récit de formation, il va du coup être lisible avec 2 grilles d'analyse, avec des gros guillemets, hein, parce que dès qu'on me grille, on se sent enfermé, mais il y a
d'une part la grille religieuse qui permet d'identifier un certain nombre de jalons du récit, et d'autre part la structure du conte de fées qu'ils revendiquent, eux, à contrario de la grille religieuse. Troisième trait, peut-être dernier, je ne sais pas, peut-être qu'on aura le temps de voir un quatrième, la fameuse séquence de l'eau qui coule. Cyril, arrête l'eau, s'il te plaît. Permettez. Je termine dans 5 minutes. Merci. Au revoir. Cyril, tu dis au revoir. J'aime pas qu'on gaspille l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause du garçon qui a voulu voler ton vélo? Hein? Quelqu'un que t'as rencontré qui t'a parlé de ton père? Tu commences fort pour un premier jour, hein? Ah! Tu dois me dire ce qui va pas, je peux pas deviner, moi, Cyril. Cyril. Tu te souviens ce qu'a dit la psychologue? Elle a dit que si tu venais chez moi dans la cité où avait habité ton père, tu repenserais trop à lui. Alors, ce serait peut-être mieux que je te prenne seulement le dimanche. Qu'on aille quelque part, à la campagne, à la mer, et que je te reconduise le soir. Qu'est-ce que t'en penses? Cyril, regarde-moi. Je voudrais voir l'homme qui t'a vendu mon vélo. Pourquoi? Pour lui dire que c'est un voleur? Non, mon père lui a vendu. J'ai vu l'annonce qu'il a mise à la pompe à essence. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Poser une question sur mon père. J'ai gardé son numéro de téléphone, tu veux qu'on l'appelle? Oui. Allez, ferme-le. Non, juste pas ta carte. Alors, c'est Monsieur Gurza, 04 336. Allez. Cyril, Gilles, mon ami. Bonjour. Tu me donnes le numéro? Donc 04 336 63 10. Alors, commençons par la fin. Gilles, il est condamné d'avance. Hein. C'est quand même assez dur. C'est très très clairement l'intrus dans la scène. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Il interrompt l'action principale, c'est-à-dire la dictée du numéro. Il est présenté de façon très lapidaire, et en même temps, il est immédiatement introduit avec une forme de violence aux yeux de l'enfant, suppose-t-on, qui est ce baiser. Et puis, il y a ce temps d'arrêt de l'enfant, quoi, qui dit tout de suite qu'il n'est pas accepté. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette relation? Le film, c'est pas sur Gilles. Voilà, c'est sur leur relation à deux. Donc, de toute évidence, il a vocation à être évincé d'emblée, quoi. C'est pour ça qu'on ne reste pas dans cette pièce, que l'enfant se barre, qu'il va téléphoner à l'extérieur, et que donc, il bascule, il vient à peine d'arriver dans le champ, et il bascule déjà dans le hors-champ. Deuxième chose, il y a donc ces plans-là de l'écoulement de l'eau, dont les frères Dardenne expliquent que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi le métier de coiffeuse. Et ils le mettent immédiatement en rapport avec la question de la parole. Ça veut donc dire que, d'une certaine façon, c'est le flux de l'eau contre le flot de parole. Il y a une espèce de jeu de complémentarité ou de substitution entre le flux de l'eau et le flot de parole. C'est d'ailleurs ce qui est dit visuellement, puisque dans le premier plan où Cyril a sa tête dans la vasque,
l'eau lui sort quasiment de la bouche, comme ça, comme une fontaine, quoi. Donc il y a vraiment ce jeu-là de la parole qui est empêchée par cette eau continue qui fait un bruit qui de toute façon gênerait tout dialogue, qui par ailleurs serait déplacé puisqu'on est dans un contexte professionnel et qu'elle n'a pas fini son travail. La deuxième chose, c'est que ça crée une espèce de point commun entre Cyril et l'eau, qui est que rien ne l'arrête, comme l'eau. Cyril a à voir avec la métaphore aquatique, là. Voilà, l'eau, elle défie tous les obstacles, elle les contourne. Je veux y aller quand même, il disait dans la séquence d'avant. Voilà. Bah, l'eau, c'est pareil, elle y va quand même. Vous mettez un rocher sur ce passage, et ben, elle passe à gauche, à droite, au-dessus, mais elle continue son chemin. Donc l'eau devient une sorte de métaphore élémentaire du personnage de Cyril lui-même. Troisièmement, ça permet d'inventer des postures, la question de l'eau, là. Vraiment en cinéaste, quoi. Une espèce de sculpture étrange d'imbrication entre la vasque et le corps de Cyril, de jeu sur la posture des mains. De le montrer aussi assez littéralement la tête sous l'eau dans le dernier plan. Il a vraiment la tête enfoncée dans le lavabo, quoi. Et il s'agit précisément de le sortir de là, quoi, de le sortir de l'eau. Or, c'est le premier jour. Et puis, dernière chose, ça permet de mettre en scène la question de l'obéissance. D'abord de la désobéissance, il n'écoute rien, comme dans la première scène, on avait dit qu'il était sourd. Et puis finalement de l'obéissance, quand il obtient quelque chose, quand il peut aller au tableau suivant. Voilà, il va avoir le numéro, donc il arrête le flux. Donc c'est l'une des séquences qui jalonne le rapport d'autorité entre Samantha et l'enfant. Enfin, dernière chose, la question de l'eau, elle va être importante dans le film entier, pas seulement dans cette scène. On va en retrouver de l'eau, à un endroit décisif, évoqué tout à l'heure, c'est au moment de la promenade à deux. Et au moment de la promenade à deux, le long du canal, là, il va se passer ce qui ne se passe pas ici, ou alors in extremis. Il va se passer un échange double. Un échange verbal d'abord. Ils vont vraiment dialoguer, ils vont s'amuser, ils vont faire des sous-entendus même. Et toi, tu viens pas avec ton copain, tout ça. C'est évidemment le décalque et l'inverse de cette scène-là. Là, il est là, son copain, et il faut voir comment il l'accueille. Donc, dans l'autre scène, au contraire, il y aura une ouverture possible au fait qu'il peut y avoir un autre homme, un adulte dans sa vie à elle. C'est aussi ça qui permet la constitution du couple, mère d'adoption, enfant. Donc il y aura un échange verbal, ce qui n'y a pas lieu ici, ou alors sur un mode un peu du chantage ou de la brutalité, et puis il y aura un échange de vélos dans cette séquence de la promenade le long du canal. Or, échanger les vélos, ça prouve que le vélo n'est pas seulement ni une activité solitaire, confère la première mise en forme du vélo. Quand il fait du vélo au début, il tourne en rond autour de la voiture. Parenthèse, le titre de Libé au moment de la découverte du film à Cannes, c'était Vélodrame. Oula, Vélodrame. Ça joue évidemment sur le mélodrame, mais ça joue aussi sur le vélodrome, et donc sur cette idée du tour constant, quoi, ininterrompu, l'acharnement du personnage. Et dans sa première apparition, il fait ça, il tourne en tour, tout ça. Et puis il montre quand même un truc dans la première apparition, c'est qu'il sait faire du surplace. Et ça, c'est pas rien, mine de rien. La promesse qu'il peut rester en place, mais sur un vélo. Voilà, et donc la promenade autour du canal, c'est la preuve aussi qu'on peut se dessaisir sciemment, volontairement, de cet objet auquel il tient le plus au monde, en prenant un autre, celui de l'adulte. Donc là, il y a un double échange verbal et de l'objet symbole du film, qui d'ailleurs occupe la moitié du titre du film. Et qu'y a-t-il précisément dans cette séquence des échanges ? Eh bien, il y a précisément à l'arrière-plan le canal, donc l'eau. Sauf qu'elle est dans un nouvel état. Elle est littéralement canalisée. Et quand je disais l'eau à voir avec l'enfant, c'est précisément parce que ce qu'il faut réussir à faire avec cet enfant, voire ce type d'enfant, et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, c'est de les canaliser. Voilà, de leur montrer un chemin, une voie. Et de quoi parle-t-on dans cette séquence-là ? De la promenade le long du canal à vélo. D'abord, on acte la différence entre les enfants et les adultes, mine de rien, parce que
Elle a une vitesse qui est 2 fois supérieure à la sienne. Donc ça acte les rapports de force aussi. Mais on prévoit l'avenir, on a des projets communs. C'est aussi ça, hein, la canalisation. C'est de se dire vers où on va. Voilà. Quel est le point de départ et le point d'arrivée? Quel est l'amont et l'aval? Et les points de départ et d'arrivée, là, ils sont très précis. Hein. C'est qu'on va faire un projet qui est de faire quelque chose ensemble et qu'on aurait voulu tous les deux. Et ce quelque chose, c'est inviter Mourad. C'est-à-dire de se découvrir qu'on peut avoir un plaisir commun à inviter un copain et les parents du copain. Or, c'est précisément ce qu'il a refusé le soir de l'agression. Il a refusé d'aller au cinéma avec Mourad, avec une petite pique ironique des Dardennes, puisque le projet de Mourad, c'était d'aller voir un film en 3D. Le prochain film prévu des Dardennes n'est pas en 3D. Je n'ai pas de scoop. Il y a assez peu de chance, en fait, mais sait-on jamais. Et d'ailleurs, le personnage dit, tu verras, on va voir un film en 3D, c'est marrant. Voilà. C'est comme si le dispositif technique suffisait, quoi, quel que soit le film. Là aussi, petite marque d'ironie vis-à-vis d'un autre type de cinéma qui leur est un peu étranger. Mais donc, accepter de faire quelque chose avec Mourad, c'est accepter une voie que la femme a déjà poussée plusieurs fois, qui est là aussi la voie d'une intégration, quoi, sociale, amicale, de créer du lien, de rompre avec l'isolement absolu de cet enfant. Or, je termine là-dessus pour cet extrait, que vont-ils faire s'ils invitent Mourad et sa famille? Un feu. Un barbecue. Donc, assez clairement, une fois que l'eau est canalisée, eh ben, on peut changer d'élément, et puis on peut passer de l'eau au feu. Ça l'a fait marrer comme interprétation. Hein. Mais il y a quand même un des deux frères qui dit on y a peut-être pensé un moment. C'est-à-dire de se dire qu'à la fin du film, eh ben, on repasse à une espèce d'univers qui, pour le coup, est quand même connoté de façon favorable, c'est-à-dire la chaleur, le fait de partager ça avec des gens autour, parce que les barbecues, on les fait rarement en famille à deux. Enfin, moi, j'en connais pas, mais en général, c'est lié à l'ouverture aux autres, et puis c'est lié, oui, au symbole du feu même, quoi. Voilà. Donc cette présence de l'eau au début du film, qui caractérise l'activité professionnelle de Samantha, qui caractérise à ce moment-là, on imagine qu'elle est froide du coup, la température de leur relation assez difficile dans les premiers temps du film, va laisser place à cette augmentation de la chaleur que symbolisera l'achat du charbon dans la séquence qui prélude à l'agression. Allez, terminons avec la dernière scène. Oui, ça va aller. Ça va aller. 5h30, c'était inclus le temps d'échange avec la salle? Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié ce que j'ai dit? Je t'ai apporté quelque chose. Ça vient d'où? Je l'ai volé, mais personne ne le sait.
Si les flics me prennent, j'irai jamais que je te l'ai donné. Fous le camp. Je te jure, je le dirai à personne. Fous le camp. Tu vas me foutre en taule avec ton fric. Je le dirai à personne. Ta gueule. Monte. Saute. Ça va? Ouais. Viens plus jamais ici. Voilà, je coupe plus tôt que prévu, mais je vais quand même commenter ce qui vient juste après. C'est une séquence assez belle, j'allais dire, dans sa construction même, en incluant ce que vous n'avez pas revu. Il y a donc le voyage en tram ou en bus, je ne sais plus exactement si on sait quel est le véhicule qui transporte. C'est un bus. Ensuite, il y a donc la dernière rencontre avec le père, dont on présume que ça pourrait vraiment être la toute dernière de sa vie. Ensuite, il y a donc le retour à vélo, qui est d'abord accompagné par la musique de Beethoven, puis rien. On va le laisser longtemps, en plan séquence, produire son effort, dans un moment où il est au pire de sa vie, quoi. Il vient de se fâcher avec sa mère adoptive, il vient de rompre définitivement avec le père, et il a piqué de l'argent après avoir assommé un libraire. Voilà, c'est la porte de la tôle, avec plus personne, tout ça. Et le choix des Dardennes, c'est de le laisser pédaler, sans musique. Donc là, il y a vraiment l'idée quand même de mise à l'épreuve du personnage. Et puis derrière, il y a le pardon de la mère adoptive. Donc les deux voyages se répondent l'un l'autre, le voyage en bus et le voyage à vélo, et les deux rencontres se répondent l'un l'autre. Puisque dans les deux cas, il y a un choix de mise en scène, dont les Dardennes expliquent d'ailleurs que pour la mère, ça s'est fait sur le tournage, et que c'était écrit différemment, qui consiste à ne pas faire rentrer l'enfant à l'intérieur. À chaque fois, on reçoit sur le seuil, à l'extérieur. Et il ne rentre pas. Ici, dans cette séquence, il y a quelque chose qui est très très beau. Il y a plein de choses belles là, mais... D'abord, il y a l'utilisation de l'espace avec ce seuil, ce mur à franchir. Le mur, il renvoie à tout le travail sur la structuration des espaces qu'on a vu ou entrevu dans les séquences précédentes. Par exemple, le plan où il descendait déjà du bus pour aller chez lui, il y avait une barre d'immeuble devant qui abolissait entièrement la perspective. De même, quand il allait vers son immeuble, tout était couvert par la façade de l'immeuble, de sorte qu'il n'y avait pas d'autre issue, quoi. Et ils vont sans cesse filmer l'espace comme une impasse. Ici, c'est littéralement une impasse, avec en plus la nécessité de produire l'effort physique pour pénétrer par effraction, d'une certaine façon, à l'intérieur de la cour de ce nouveau foyer, nouvel espace de travail du père. Il est du coup très clairement en intrus, et ce qu'il raconte, c'est précisément le fait qu'on reçoit à l'extérieur, qu'il est reçu par son père à l'extérieur, et qu'il regarde ça de l'extérieur comme un voyeur, quoi. Il n'appartient plus à cette histoire familiale, celle qui est en train de se créer de façon ambiguë sur le rapport professionnel, puisque là, on entend la femme donner des ordres à l'homme dans une situation professionnelle. Elle passe la commande, quoi. Mais très clairement, l'enfant se cache quand il voit que la femme est là, et la femme est le premier personnage qu'on voit dans le champ par-delà la fenêtre. Donc il n'a pas d'existence et ne doit pas en avoir, ce qui est déjà assez terrible. Ensuite, son père le jette, très littéralement, avec des impératifs, il saute, et il balance l'argent par-dessus le mur. Argent que l'enfant laisse au sol, ce qui accroît d'ailleurs la tension de tout le moment suivant, qui va être résolu dès le plan de l'arrivée au moment de la conciliation, où on va dire tout de suite « l'argent a été retrouvé ». Mais on a quand même travaillé sur le fait que ça pourrait être terrible, parce qu'en plus, on pourrait lui demander de rembourser cet argent du vol, en plus de la faute commise par la en plus de l'abandon par le père et la mère, etc. Mais ce qui est très très beau ici, c'est la formidable ambivalence du geste. Parce qu'on l'a dit depuis le début, l'enfant essaye d'acheter l'affection de son père,
et dans le même temps, le père le jette au nom d'un double principe. Ce qu'il verbalise, c'est tu vas me mouiller, tu vas me mettre en danger, j'ai pas envie de risquer la prison pour toi, c'est ça qui est dit dans le dialogue. Et en même temps, en refusant cet argent, il fait un autre acte qui est peut-être son premier et dernier acte d'éducation. Il lui apprend que l'argent n'achète pas tout, et pas les sentiments. Ça ne permet pas de ressouder une famille, quand il n'y a ni désir ni volonté. Et deuxièmement, il lui apprend que bien mal acquis ne profite jamais. Donc il y a un acte d'éducation dans l'acte même de rupture instauré par le père, de rupture définitive revendiquée par le père. Donc là, on est au cœur des contradictions que travaille le cinéma des Dardennes. C'est que le réel est complexe et qu'il peut y avoir deux lectures radicalement opposées d'un même acte donné. Et ce qui est très beau, c'est la façon dont, du coup, cette scène prépare la suivante, c'est-à-dire celle de l'acceptation. Il n'y a pas de pénétration dans l'espace du salon, mais il y a vraiment un pardon. Et là, c'est précisément la séquence sur laquelle on choisit la sécheresse contre toute forme de chantage au vécu du spectateur, de moyens larmoyants, etc. C'est-à-dire que les corps sont à distance, l'enfant va demander pardon, ça passe par sa verbalisation à lui, qui est décisive. Avant, ça passe par son obéissance. La première chose qu'elle lui dit, c'est « range ton vélo », et il y va direct. Et ensuite, elle lui dit « il faut qu'on aille voir la police, ils te cherchent. » Voilà. Et là, on est tout de suite dans l'action, en fait. Ce qui permet de contourner et d'éviter les écueils du mélodrame, dans sa mauvaise perception. Ce serait l'analyse psychologique à cet endroit-là. Et on n'est pas du tout dans l'analyse psychologique, on est immédiatement dans l'action. Voilà. Il te cherche, il faut y aller. On va rendre des comptes. Et ça permet, ça aussi, cette accélération du récit qui fait que quand on arrive dans la pièce de conciliation, les 3/4 du chemin sont déjà faits. Tous les conflits sont déjà résolus. Alors que là encore, chez un cinéaste moyen, on aurait les débats, les changements de position. Non, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de montrer que malgré la bonne volonté du père, là, le mal est encore là. Et que lui-même, là, qui est si bon à cet endroit, peut encore le commettre pour protéger son propre enfant. Voilà. Et puis, dernière chose, ce parallèle des deux trajets, il raconte aussi le rapport au réel, C'est-à-dire qu'une fois qu'il a l'argent en poche, tout paraît facile, Il n'y a même pas besoin de pédaler, il n'y a plus besoin de pédaler. C'est pour boucler la boucle ce que je disais à propos de l'affiche de la tombola au début. Voilà, la vie tranquille, la vie plus tranquille. On a l'argent, on peut racheter ce qu'on veut, on va reconstituer la famille avec le père. C'est une espèce de petit temps de flottement, d'utopie absurde, parce que là aussi, il y a le réel derrière. Et le réel, c'est qu'il n'y a ni désir, ni volonté de reconstituer cette famille. Donc ce sera nécessairement l'échec qui ouvre en même temps de nouvelles perspectives au sens très physique, géographique, c'est-à-dire la possible constitution d'une nouvelle famille avec cette mère enfin acceptée, qu'est la bonne Samantha, la bonne fée dont il parlait tout à l'heure. Oh, ça c'est un signe qu'il faut que je m'arrête de parler et vous passez la parole. Mon micro se met à dysfonctionner. Est-ce que vous avez des questions? Il reste plein de trucs qu'on n'a pas abordés. Qui veut en poser? J'ai juste une petite question. J'espère que tout le monde ne va pas me détester de m'en poser une alors qu'il est 5h30 et qu'on doit partir. C'est juste pour le mettre en lien, ce film, avec la thématique, filmer le corps. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire, d'après vous, brièvement? Là, c'est moi qui vous déteste parce qu'il reste une minute. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une intervenante qui va vraiment intervenir précisément sur cette question-là, sur tous les films du programme. Donc c'est peut-être pas à Stéphane Goudet d'y répondre. Non, mais cela dit, ce que je peux quand même dire, juste en 2 mots, pour faire le lien avec ce plan de l'enfant qui pédale, là, par exemple, et avec la séquence précédente dans le salon, c'est que la modalité principale, c'est le corps en fuite. C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Or, il est très important dans le film. Un des enjeux, c'est vraiment ça, c'est que tout le monde fuit, sauf Samantha. Mais que l'enfant passe son temps à fuir, donc du coup, son corps est saisi sans cesse en mouvement, comme ça, inarrêtable, d'où la fuite initiale par la chausse-trappe. Et puis ensuite, c'est les autres personnages qui fuient
sur d'autres modalités. Le père fuit ses responsabilités. Voilà. Donc le rapport à l'eau, il est aussi dans ce motif-là, cette incarnation de la fuite qui renvoie au statut des corps. Ça, c'est comment répondre en 30 secondes chrono. Petite dernière, il reste 20 secondes. Ah, ici. Sans faire de parallèle vraiment avec l'enfant sauvage que nous avons vu ce matin, il m'a semblé effectivement découvrir un corps animal à travers Cyril dès le début, dès la première scène avec ce corps qui fuit. Alors évidemment, vous me parliez de l'eau, la métaphore de l'eau, mais à tout moment dans le film, effectivement, on a l'impression, surtout dans la scène également de sa résurrection finale, où il se réveille comme... moi j'ai vu un animal se réveiller aussi là. Est-ce que c'était peut-être volontaire de la part de Dardenne ou involontaire? Enfin bon, il y aurait peut-être à débattre dessus. Non, c'est évidemment volontaire. Le deuxième plan du film, quand on bascule de l'intérieur à l'extérieur et qu'il fuite vers ses grilles, en arrière-plan, il y a des vaches qui courent dans le même sens que lui, et il passe vraiment du monde des humains au monde de l'animal, quoi, qui a à voir avec l'univers naturel, de la forêt, avec la couleur verte qui s'impose dans l'image. Donc il y a évidemment un rapport au végétal et à l'animal qui s'instaure dans le film. D'ailleurs, au passage, le nom réel, puisque c'est confirmé au générique, du lieu dans lequel vit l'enfant, c'est la bergerie, ce qui nous est indiqué à 2 reprises, sur le cabinet médical et ensuite sur la petite annonce passée par le père, où il note comme adresse la bergerie. Et pour le coup, ça aussi s'est réinvesti sur le rapport humain-animal et sur le rapport au conte, puisqu'il y a un mouton, quoi, il y a un grand méchant loup et il y a une quête d'un berger. Voilà. Donc tous les éléments qui appartiennent à leur réel quotidien, parce qu'encore une fois, ils vivent à côté, sont réinvestis de sens par le biais de métaphores et d'éléments culturels, quoi. On arrête là. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Au revoir. On a trouvé un porte-monnaie. Si c'est à quelqu'un, vous pouvez vérifier.